Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire, pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de 2 principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif
que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer. Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, d'éventuelles crises politiques qui leur auraient été fatales. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'iverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle
par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenue depuis lors une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Dans le même esprit, en décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisées en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance, la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme, l'opposition de communautés nationales les unes aux autres, le discours de haine et l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir. Ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. Plus grave, le repli identitaire, dangereux pour l'édification de toute nation, a refait surface, avec ses vieux démons dont l'intolérance et la division est circonstance aggravante. Cela est non seulement toléré et impuni, mais aussi et surtout véhiculé et financé par les tenants du pouvoir. Face à cette dérive, le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle de contre-pouvoir. Il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative et la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Quant à la justice, garante constitutionnelle des libertés publiques et du socle de valeurs, qui structure notre identité et forge notre unité, elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisée à des fins politiques. Elle n'est donc plus qu'un instrument d'oppression
d'une dictature qui tente désespérément de survivre à contre-courant de l'histoire, par la terreur et l'imposition de la pensée unique. Rôle peu louable qu'elle partage avec les milices tribales, ainsi que la police et le service de renseignement, eux aussi détournés de leur noble mission de protection des citoyens et de sécurisation de l'État. Sur le plan économique, la situation est de plus inquiétante. Malgré l'augmentation des recettes publiques, essentiellement due à l'arrivée à maturité de toutes les réformes courageusement votées de 2002 à 2018, notamment le nouveau code minier, forestier, des hydrocarbures, des assurances et de la sous-traitance, et un niveau d'aide financière accrue de la part des institutions de Bretton Woods. Aucun investissement n'a été réalisé pour doter le pays d'infrastructures modernes, soutenir de réformes structurelles et stimuler la croissance. Par contre, l'inflation et la dépréciation monétaire, jadis vaincues, sont de retour. La corruption et le détournement de deniers publics ont atteint un niveau inédit. Et l'endettement public que nous avions maîtrisé de 2010 a de nouveau grimpé en flèche, dépassant la barre des 10 milliards de dollars et suscitant des inquiétudes légitimes quant à la solvabilité à moyen et long terme du pays. Les conséquences sur le plan social sont aussi dramatiques. Aggravation du chômage, accumulation des arriérés des salaires des agents de l'État, baisse drastique du niveau de vie de la population et recrudescence du banditisme urbain, de l'exode rural et de la famine dans un nombre croissant de provinces. Les Congolais sont désormais en proie à une véritable angoisse existentielle. Parmi les victimes résignées de ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tout le combat démocratique et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective sérieuse du lendemain, ils se sont abandonnés, laissés à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga et au Mai-Ndombe, province pourtant voisine de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions. Le sang
de nos compatriotes civils et militaires, valeureux officiers et soldats des rangs, mais aussi députés, éminents membres de la société civile ou de partis politiques, a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, du cynisme, voire pire, d'un terrorisme d'État, pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes de la Junafek à Lubumbashi et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays qui, dans ces secteurs, est aujourd'hui caractérisé par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement, aussi bien de plusieurs militaires et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères, qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa respectabilité. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats. Bouc émissaire aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille, ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de deux principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir, à savoir le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac et l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région.
Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique, ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solution sécuritaire définitive sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC-SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple,
soient conscientes de cette exigence, qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23 depuis plusieurs semaines à Doha, même si, bizarrement, il continue à considérer comme un crime le fait que les autres Congolais se parlent entre eux. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC, qui a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes. Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Mes chers compatriotes, une fois n'étant pas coutume, il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux, et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. C'est dans cet esprit que j'ai choisi ce moment pour exprimer ma sympathie à l'endroit de toutes les victimes du conflit en cours, de réconforter et marquer ma solidarité avec la population de la partie orientale. Vous
qui est abandonné par le pouvoir central, qui semble avoir pris le parti de vous punir, entre autres, en déconnectant les institutions financières du réseau bancaire national et en restreignant le mouvement de personnes et de biens. Ces décisions et bien d'autres vous asphyxient et rendent votre vie plus précaire que jamais. J'en appelle aux uns et aux autres, en particulier au gouvernement, d'humaniser les conditions de vie de nos compatriotes de cette partie du territoire national. Ils ont droit à la vie, à la scolarisation de leurs enfants et aux autres conditions du bien-être. En entendant le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, j'invite les tenants du pouvoir à protéger la population. De même, l'armée, la justice, les autres structures en charge de l'ordre et de la sécurité doivent être véritablement au service de la population et répondre à ses aspirations. Mes chers compatriotes, de par mon expérience dans des situations similaires, le patriotisme et l'humanisme ont guidé le processus de règlement de conflits et ont porté de fruits dans le passé, aussi bien sur les champs de bataille que sur celui des négociations ou du dialogue. Notre pays avait été divisé de quasi-moitié pendant quelques années. La sagesse avait alors prévalu. Nous avions recollé le morceau et le pays a survécu dans son unité. C'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté des chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers, j'ai fait ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental
qu'internationale. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Vu l'immensité de la tâche ainsi décrite, je lance un appel solennel à tous les Congolais, sans distinction de sexe, d'ethnie, d'âge, de classe sociale, de zone géographique ou d'appartenance politique, qui aiment passionnément le Congo, qui sont prêts à tous les sacrifices, qui adhèrent sans réserve au pacte républicain de Sun City et qui tiennent au respect de la Constitution du 18 février 2006, à se dire autour de ces objectifs. Il s'agit de la refondation de l'État et de l'édification d'un pays qui a perdu ses repères. Mobilisons-nous et mettons à profit tous les moyens à notre disposition pour restaurer l'unité nationale, sauver le Congo et préserver son indépendance. Car l'Afrique et le monde nous regardent. Mes chers compatriotes, le Congo vaut mieux que la caricature qu'en donnent ses dirigeants actuels. Le Congo mérite mieux que cette politique extérieure faite de jérémiades et de mendicité. J'ai donc la ferme conviction que le peuple congolais est capable, aujourd'hui comme en 1960, de vaincre le démon de la division, qu'il est capable aujourd'hui, comme au cours de la décennie 90, de vaincre la tyrannie et la tentation du pouvoir absolu. Qu'il est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre le dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose ses enfants. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse individuellement chacun de vous. Je vous remercie.